de France Maghreb 2. LGF, le grand forum, votre rendez-vous quotidien. Ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. Nous sommes le 12 novembre et vous êtes bien sur votre radio France Maghreb 2 avec un duo de filles aujourd'hui, ce qui n'est pas pour me déplaire. Madame Hanan Zawani, comment ça va ma chère Hanan? Bonjour Christophe, bonjour Audrey. Ça fait du bien de te voir. Bah merci, donc le lundi c'est Pronesti et Zawani. Voilà, hier, ça fait bien ça. Comment ça va Audrey? Bah ça va super, hein. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Hanan, encore une fois je te le dis 2 fois. Mais voilà. Bon, ouais, vaut mieux deux fois du qu'une. cœur. Hein. Jusque 18h avec l'invité du lundi, vous le savez maintenant, vous êtes habitués, c'est l'entretien du LGF. Aujourd'hui on va parler cinéma. On va parler avec Antoine Desrosières, qui est C'est un réalisateur. Voilà, c'est ça. Avec Voilà. un film, oui, c'est un film. Oui, c'est un film, il est déjà sorti, il est sorti le 21 juin exactement. Et qui d'ailleurs a été nommé dans une catégorie au Festival de Cannes, Oui. dans un certain regard. Oui. C'est À genoux les gars. Exactement. Et on va en parler avec lui parce que ça va être en rapport avec un sujet qui est d'actualité en ce moment, c'est le harcèlement. Et le cyberharcèlement qui a une nouvelle fois d'ailleurs fait référence à cette petite vidéo qui, pas plus tard que la semaine dernière, a bouleversé quand même la France entière. Ce petit gamin de 7 ans, vous l'avez vu la vidéo, terrible. Ah oui, elle était vraiment bouleversante. Hein. Oui. Ouais, Tout à fait, c'est un oui. petit gamin de 7 ans qui voudrait rejoindre le ciel parce qu'il en a marre d'être tapé, d'être pris pour cible à l'école. Et il a fait cette petite vidéo. Voilà, donc c'est terrible, ça existe et ça, il y a des chiffres maintenant qui sont absolument gravissime, puisqu'on parle de alors les chiffres je les ai plus en tête mais c'est assez hallucinant, genre c'est 3 élèves sur 10 qui sont victimes de harcèlement. Un élève sur 10. Un élève sur 10, Ouais. voilà. Ce qui est déjà évidemment beaucoup trop. Et en particulier, alors est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Est-ce que ce sont les filles ou les garçons les plus touchés par le harcèlement? Bah Christophe, figurez-vous que les filles effectivement sont particulièrement touchées parce qu'en général c'est souvent lié au comportement des petits amis qui les incitent à faire des photos personnelles et après par la suite ils les diffusent auprès de leurs copains pour se faire bien voir. Mais ça touche aussi les garçons, notamment les jeunes homosexuels. Et là pour le coup, ils le vivent tout aussi mal parce que pareil on appelle ça du sexting. Du comment? Du sexting. Enfin, attendez, je vous dis pas de bêtises. Oui. J'avais relevé ça. C'est hyper choquant. C'est du sexting, pardon. Sexting. Voilà, exactement, du sexting. D'accord. C'est la diffusion en fait de photos intimes sans le consentement de la personne concernée. Et ça peut quand même aller jusqu'à 60 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Merci Bon, maître. Concernant le harcèlement, effectivement, si il y a quand même une proportion d'hommes qui doivent être atteints Bien par sûr, ces ouais. discriminations, par ce harcèlement, la majorité, ça reste quand même des femmes ou des jeunes femmes. Et on en avait parlé il y a quelques semaines ou quelques mois, je me souviens plus exactement, qu'en réalité, ça commençait dès la maternelle. Je sais pas si tu te souviens, où Oui. en fait, les professeurs ou en tout cas les petites filles dénonçaient aussi très jeunes, hein, donc dès la première année de maternelle. Le fait qu'on mette des mains aux fesses, qu'on les oblige plus ou moins à leur faire des bisous. Donc je pense que les femmes sont quand même les premières victimes de harcèlement sexuel au sein de l'école. Oui. Et elles en sont victimes aussi, alors là peut-être un peu plus âgées, dans le métro, dans les transports en commun. Exactement. Ah, oui. Vous, Oui, mesdames, c'est un sujet, vous avez déjà vaste. eu affaire à des prédateurs? Vas-y, je t'en prie. Non, Non, mais moi, une fois dans le métro, on a essayé de me faire du collet serré. Je pense que la personne s'en est, Voulu non, elle s'en est pas voulu, mais je l'ai pris très mal et donc je l'ai affiché publiquement. Ouais. Voilà, à part ça, en termes de harcèlement sexuel, non, je me souviens pas. Si, je me souvenais de quelques blagues potages d'un ancien Oui, bon, patron, Ouais. voilà, Ouais. que j'ai regardé de travers assez rapidement, qui a compris que non, il Il y fallait avait pas pas moyen. s'amuser à me faire ce type de réflexion, mais à titre personnel, non, au sein de mon environnement familial et amical, pareil, non, j'ai pas d'exemple. Audrey? Moi, c'est bien clair. C'est justement, bon, pas que à cause de ça, mais c'est en grande partie à cause de ça que je prends pas les transports. Ah ouais, Voilà. d'accord. Ah ouais. Voilà, comme ça, c'est clair. Après, je. T'es une peureuse, quoi. Ah ouais, moi je suis une grande peureuse, je Ouais. l'assume. Voilà, les transports en commun, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et Comment c'est ça se fait? T'as été Non. approché? C'est non, mais c'est le de la comportement. précaution C'est surtout le regard de certains hommes que je ne supporte pas. Alors après. Je
pense malheureusement que je dois pas être la seule dans ce cas-là. Mais moi, je prends pas ce risque. Après, évidemment, si j'ai pas le choix, je vais les prendre. Mais si je peux éviter, j'évite. Voilà. D'accord, bon, on en est là quand même. Hein, quand même. oui. Quand même. Ouais. Bon, alors, vous pouvez évidemment nous appeler si vous avez été victime, je sais pas, d'un harceleur, que ce soit dans les métros. On sait que notamment dans les heures de pointe, vous savez qu'on est très très serré dans les métros et beaucoup en profitent pour avoir des mains baladeuses. Et d'ailleurs, ça me rappelle, vous savez que pendant les célébrations de la Coupe du Monde en juillet, durant les rassemblements, eh bien ça criait, ça chantait. Et ben il y a beaucoup de jeunes hommes qui en ont profité pour j'allais dire faire avoir du collet serré, voire même plus, en ayant même cette jeune fille, je me souviens, qui avait témoigné en disant je ne pouvais rien dire, rien faire, même si je criais, on ne m'entendait pas. Et pourtant même quand elle avait été voir les forces de l'ordre présentes, elles lui ont répondu que elle était pour assurer la sécurité et pas pour la secourir elle ou d'autres femmes. Ouais. En tout cas, voilà, évitez, je m'adresse peut-être là aux plus jeunes, des jeunes filles, évitez tout ce qui est photos, vidéos qui pourraient vous compromettre. Donc vraiment, c'est important de conserver son intimité. En réalité, c'est même pas aux filles d'éviter à faire des photos. Je suis d'accord. On appelle des photos un petit peu sexy. Je sais pas comment ça s'appelle cette manière d'échanger par WhatsApp, par message. En réalité, non, c'est aux hommes de pas diffuser les photos qu'on leur aurait confiées dans un moment d'intimité, quoi. À la base, la femme, quand elle est avec un homme en majorité, c'est qu'elle est en confiance avec lui. Après, derrière, si lui fait du chantage, c'est interdit par la loi et c'est c'est poursuivi d'ailleurs. C'est clairement interdit par la loi. C'est ce le que fait je disais tout à l'heure. Des photos, des vidéos. 2 ans d'emprisonnement. D'accord. Ok. C'est quand même. Et on en reparlera d'ailleurs avec Antoine Desrosières, parce que ce film, À genoux les gars, vraiment rentre dans ce sujet-là et bon. Alors moi, j'ai quelques critiques. Je sais pas si on peut en parler d'ores et déjà, mais je le trouve vachement caricatural par moment quand même. Ce film. Oui. Moi, j'étais assez surprise. Donc, c'est vrai que j'ai passé un bon moment parce les choses sont amenées de manière rigolote, surprenante, mais surtout dérangeante. Donc, à la fin du film, en fait, on se pose, on se dit oui, très bien, effectivement, on a dénoncé l'harcèlement sexuel, mais des questions à poser effectivement à ce réalisateur. Pourquoi ce choix, effectivement, cliché quand même, d'avoir pris 2 sœurs maghrébines et 2 amis frères maghrébins? Pourquoi le sauveur à la fin c'est un noir africain? Enfin voilà, je pense qu'il a été choisir les sujets les plus dérangeants, les situations en fait qui vont le plus déranger les personnes des quartiers populaires, parce que là il s'agit d'un film sur le harcèlement sexuel au sein des quartiers populaires, au vu des acteurs en présence. Qui existe bel et bien. Derrière, est-ce que c'est sa propre vision qu'il nous offre? Est-ce qu'il a fait une étude sociologique? Un film qui est dérangeant. Oui, qui est dérangeant et qui est surprenant, qui à la fin on sait plus trop quoi penser. Il cherche à mettre le doigt quand même là où ça fait mal. Alors après, c'est vrai que... Mais Audrey, par exemple, moi, tu vois, je l'ai regardé seul. J'avais entrepris de le voir avec mon fils. J'aurais été gêné de le voir avec mon fils. Mais justement, après, c'est ta pudeur naturelle. Ouais, ça, c'est ma pudeur. Mais je pense sincèrement que c'est en famille, voulu. J'aurais pas pu regarder, quoi. Oui, mais je pense que c'est voulu. Je pense que sincèrement, il ne cherche pas à édulcorer les choses. Et effectivement, comme le disait Anan, il dérange. Alors après, effectivement, peut-être que... On demandera son avis tout à l'heure. Voilà, c'est un film qu'on peut pas regarder en famille, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il aborde des choses qui sont réelles. Oui, ça c'est. Et mais c'est ça. Peut-être que en utilisant moins de clichés, que ça soit moins caricatural par moment, peut-être qu'on peut aussi avoir la même efficacité. Mais là encore une fois, c'est un regard critique que j'ai vis-à-vis de cela, mais il s'en expliquera tout à l'heure. Donc Antoine Desrosières, qui sera avec nous tout à l'heure. On va parler au travers de la question du jour aujourd'hui d'Islam de France, avec c'est un sujet qui est récurrent, et du financement de l'islam en France, avec vous savez que la plupart des mosquées sont régies et administrées sous la loi 1901, qui est qui se rapporte en fait à des trucs culturels en fait, alors que la plupart des autres religions, des lieux de culte religions, donc que ce soit les catholiques, protestants, les juifs, c'est sous la loi 1905, ce qui d'ailleurs permet un contrôle pas plus strict, mais en tout cas plus important, et ils entendent changer justement ce mode de fonctionnement. Est-ce que le gouvernement, selon vous, a raison de s'intéresser à ce sujet quand même important,
Eh bien, vous nous répondez évidemment. Alors, c'est assez partagé sur Facebook. Vous êtes 54% à penser que non, le gouvernement n'a pas à s'intéresser à cela. Vous êtes quand même 46%, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, à penser que oui sur Facebook France Maghreb 2. Vous pouvez continuer de voter. Donc, aussi bien sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Et en nous appelant aussi au 01 40 33 9000 parce que votre avis nous intéresse. Peut-être que le fait d'être régi sous la loi 1901, ça permet d'être beaucoup moins contrôlé et de faire un petit peu des choses pas très catholiques, si j'ai envie de dire, si je passe cette expression. Enfin, je sais pas. Hein. En réalité, on apprend effectivement que nos mosquées ne sont pas enregistrées sous le bon statut. Donc la première question qu'on pose, c'est pourquoi. Absolument. Pourquoi avoir mis autant de temps à réagir? Aujourd'hui, on a une communauté immigrée, en tout cas celle de nos parents qui est là depuis 40-50 ans. Des mosquées en construction, on n'en est pas à la première et ça date pas des 10 dernières années. Je crois que 2500 lieux de culte recensés. Ah ouais, entre 2200, 2500, ça bouge un petit peu selon les données. Mais en tout cas, c'est savoir pourquoi le gouvernement n'a pas réagi avant, pourquoi le personnel de la préfecture qui enregistre ces statuts n'ont pas réagi avant. Alors ma réponse à moi pour cette question, effectivement, on a 45% de oui et 55% de non, ou l'inverse, je me souviens plus exactement. 54% de non, 46% de oui. Oui, bien sûr que l'État a la légitimité de mettre le nez là-dedans. Bien sûr que nous, en tant que fidèles musulmans, nos dons, on souhaite savoir exactement comment est-ce qu'ils sont utilisés. Voilà. Donc la transparence des flux financiers, évidemment que c'est une bonne chose. Elle est de toute manière réclamée depuis longue date par les fidèles et les citoyens français de confession musulmane eux-mêmes, parce qu'ils ne cessent d'être attaqués là-dessus. Comme quoi les mosquées sont gérées par des pays étrangers, sont financées par des pays étrangers, alors qu'en réalité le financement des pays étrangers c'est à peine 10%. Voilà, c'est quasiment la totalité de nos mosquées qui sont financées par nos propres dons de personnes vivant en France, du fruit du travail de la France. Mais par contre, voilà, je pense que les gens ont répondu aussi en grande proportion non. Parce que il y a une peur effectivement d'ingérence, tout simplement. C'est ça. Donc tant que effectivement on remet à niveau ces statuts, que nous ça nous permet effectivement de savoir où vont nos dons, très bien. Après, non, pas d'ingérence intempestive de l'État. Et après, c'est à chaque fidèle au sein de sa mosquée de demander tout simplement des comptes. Donc des comptes, comment est-ce qu'on les a? Tout simplement publiant ces comptes. Voilà, donc ça, soit au niveau, soit au sein de la mosquée, soit sur le site internet, soit la page Facebook, et comme ça, on sera tous rassurés. Absolument. Audrey, est-ce que, et amis auditrices, auditeurs, vous êtes également sollicité pour répondre à cette question? Je vous la redonne comme il se doit. La principale occupation du gouvernement aujourd'hui est de s'attaquer donc au financement de l'islam. Actuellement, les mosquées, je rappelle, de France sont administrativement régies par des associations loi 1901 à but culturel, à l'inverse des lieux de culte des autres religions comme les catholiques, protestants, juifs, qui ont comme support administratif des associations loi 1905 à but cultuel. Cela signifie de meilleurs avantages fiscaux, mais aussi plus de contrôle évidemment de la part de l'État. Le gouvernement a-t-il raison de s'attaquer à ce sujet-là? Précisément, vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, et on nous appelant aussi au 01 40 33 9000. Alors est-ce que Audrey, est-ce qu'il a raison le gouvernement? Je pense que oui. Maintenant, pour aller à un certain nombre de raisons où je rejoins Anan, l'obligation de transparence, je pense que c'est fondamental, dans le sens où justement avec les attentats, encore plus bien sûr avec les attentats qu'il y a eu en 2015, la communauté musulmane a été particulièrement touchée, particulièrement attaquée, particulièrement mise en cause. L'opinion publique, forcément, elle est encore plus mauvaise. Et puis, faut savoir que ça reste quand même la deuxième religion de France. Donc on peut pas la négliger. Donc que l'État veuille s'en mêler, très bien. Par contre, ce qui peut éventuellement me déranger, c'est encore une fois qu'on puisse vouloir. Alors, on veut former les imams. Moi, il n'y a pas de souci. Mais alors, faut expliquer et
sur quelle base, comment ils veulent le faire, avec qui. Ça, c'est un autre sujet, Audrey. Oui, non, mais ça fait partie quand même de la loi, et du coup, ça rejoint l'obligation de transparence. Moi, ça me pose aucun problème, mais il faut pouvoir communiquer. Est-ce que la communication va se faire? Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Maintenant, en soi, non, je vois pas pourquoi ça poserait un problème. Au contraire, les deux autres religions, bien sûr, elles sont sous le signe cultuel. Bah, pourquoi pas l'islam? Je vois pas pourquoi. Ça a commencé à poser un problème quand le fameux Hakim Al-Karawi il a ressorti une belle là encore. A mis le doigt là-dedans. La taxe halal là. Voilà, pour mon grand plaisir, on voit très clairement que ces propositions ne vont pas être retenues. Voilà. Donc cette taxe halal qui permettrait de financer justement la construction des mosquées, etc. Apparemment, ça va pas du tout être retenu. Donc pour moi, déjà une grande satisfaction d'avoir plus ou moins éliminé cet individu de la réflexion en fait sur ce point-là, qui est une réflexion que Emmanuel Macron ait lancé la réflexion. C'était une bonne chose, mais je pense qu'il l'a fait de manière, il l'a pas. Tu parlais de communication, Audrey. Je pense qu'il a très mal communiqué. Oui, d'autant que le choix qu'il a fait justement de mettre en avant, et notamment Gérard Collomb qui a mis en avant Hakim El-Karawi en disant qu'il avait bien accusé réception de son fameux dossier. Je pense que les musulmans étaient déjà bien énervés, puis que ça a fini d'énerver le tout. Voilà. Et d'autant que je rappelle que pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait dit qu'il ne toucherait pas à ça. Et il a évolué depuis 1 an et demi. Il a évolué beaucoup. Hein. Il a énormément évolué. Et donc maintenant, effectivement, il est question de réviser cette loi. Mais encore une fois, moi, ça me pose pas vraiment de problème. Encore une fois, c'est la communication. Voilà. En tout cas, sur la révision, pour rassurer les gens. Sur la révision de la loi, parce que c'est deux choses différentes. En fait, on parlait soit de faire passer les mosquées actuelles qui sont sous statut de loi 1901 au bon 1905. statut qui est En 1905. Ça, c'est une chose. Après, venir modifier la loi de 1905, que ce soit la communauté musulmane à travers le CFCM et notamment son président qui s'est exprimé dessus, ou à travers les autres autorités religieuses, judaïques ou chrétiennes, en réalité tous disent non, il n'y a pas matière à changer la loi de 1905, parce qu'en réalité on va venir aussi plonger le regard sur leur propre problématique, leur culte en fait. Voilà, ils ne veulent pas, parce qu'ils savent que derrière ça peut se répercuter sur eux. Est-ce qu'on fait une petite place à Hassan, les filles, avec Hassan qui nous appelle de Paris au 01 40 33 9000. Hassan, bonjour. Bonjour. Je sais pas à quel moment on dit bonsoir, moi je sais pas, je suis perdu en ce moment. Ouais, bonsoir. Mais je suis encore un jour, ça va. Ouais, c'est bon. Bonjour Hassan, ça va? Bonjour, ça va et vous? Très très bien. Alors Hassan, ton avis là-dessus, parce que c'est un sujet important quand même. Bah, moi personnellement, je pense que ça dérangerait pas en fait, mais le souci en fait, c'est que par rapport à la religion musulmane, il n'y a pas la même tolérance qu'avec la religion chrétienne et juive. Et donc je pense que par rapport à ça, ça peut causer un petit problème. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il n'y a pas la même tolérance? Bah moi la première chose que je vois en fait, c'est que ça sera juste pour surveiller les musulmans, combien ils donnent, combien ils sont susceptibles d'apporter d'argent par an. Ouais, mais attends Hassan, quand on est musulman et quand effectivement on donne de temps en temps à la mosquée ou ailleurs, on aime bien savoir où va l'argent quand même, et ça permet de contrôler un petit peu tout ça, parce que c'est un petit peu le bazar, hein, faut le dire clairement quand même. Oui, mais après, moi, si je peux vous dire que moi, personnellement, en tant que musulman, et si je dois appliquer ce que l'islam dit, c'est quand je donne, en fait, je donne pour Dieu et je cherche pas à savoir. Après, si l'argent, il est mal utilisé ou bien utilisé, ouais, ça sera entre eux et Dieu. Et nous, quand on donne, en fait, on n'est pas là pour chercher à savoir combien on a donné, qu'est-ce qui va être fait. Il y a même tu te rends bien compte qu'il y en a qui ont utilisé. Dit que quand la main droite donne, la main gauche n'est même pas censée savoir ce que la main droite a donné. Oui, mais Hassan, tu te rends bien compte qu'il y en a qui ont utilisé justement cet argument que tu viens de sortir pour faire de l'argent donné, des choses voilà, qui sont pas forcément en rapport avec ce qui était demandé initialement. Donc non, il faut, je pense en tout cas, un contrôle. Ça devient obligatoire maintenant. On a eu trop d'abus, trop de dérives. Oui, mais dans ce cas, le contrôle, dans ce cas, qu'il soit pas fait par l'État en fait, il soit fait par quelqu'un d'autre de neutre, mais pas l'État, parce que l'État il a un problème aujourd'hui avec l'islam. En fait, j'ai l'impression c'est parce que l'État. Vous avez regardé il y a quelques jours, il y avait un reportage sur les RG, et franchement c'était abusé. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il racontait, mais c'était que de la pure connerie. Et il y a plein de gens qui avalent ça et qui y croient et qui demain ont un regard encore différent sur les musulmans. Bah, Hassan, quand tu dis, cite-moi un exemple qui t'a choqué.
Bah, par exemple, une personne qui veut pas serrer la main à une femme, tout de suite, il est considéré comme intégriste. Quelqu'un qui se lève le matin pour aller faire la prière du Fajr, bah, c'est quelqu'un qu'on va surveiller plus que quelqu'un d'autre. Et je comprends pas pourquoi, en fait. Chacun a sa foi. S'il y en a qui ont le courage de se lever le matin et d'aller à la mosquée, ça veut pas dire qu'ils sont intégristes. Absolument. Et s'il y a quelqu'un qui décide de pas serrer la main à une femme, ça veut pas dire qu'il est intégriste. Juste que voilà, il essaie d'appliquer sa religion comme lui il le veut. Et on n'est pas là à l'obliger, en fait. La religion, elle est comme ça, on l'accepte comme elle est ou pas du tout, en fait. On accepte l'être humain tel qu'il est, avec ses convictions, ses manières de se comporter dans la vie, dans le collectif. Oui, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que on est dans une société qui est pas tolérante, quand on est différent, qui est pas tolérant quand on est Moi, par exemple, une fois, on m'a demandé pourquoi tu fais pas un crédit pour acheter. J'ai dit que par rapport à mes gens, c'était assez compliqué, que c'était interdit. Tout de suite, j'ai été stigmatisé que genre je suis limite intégriste, en fait, je suis radical. Mais je suis pas du tout radical. Ma femme elle part pas le bal, mes enfants ils vont dans une école laïque, y a pas de souci, ils sont pas dans une école musulmane, ma femme elle porte pas le niqab ou la burqa ou même le voile simple, mais juste par rapport à certaines petites choses qu'on ne veut pas faire par rapport à la religion, bien sûr. tout de suite on est stigmatisé de radical, alors que je comprends pas, la religion elle est faite comme ça, c'est soit on l'accepte et on l'applique, mais de parler de religion modérée, pour moi ça n'existe pas. Mais en réalité on n'a même pas à comprendre. Tel qu'il est. On n'a pas à comprendre pourquoi ces personnes-là sont intolérantes. On a juste à lutter contre l'intolérance, à être nous-mêmes, tout simplement. Ouais, c'est bien ça. Et moi, puis ça les gens sont contents, c'est bien. Les gens sont pas contents. Tant pis. Ils veulent nous écouter. On veut bien leur parler. Musulman que l'approbation de la personne. Oui. Ça c'est bon, en tout cas, mais moi je pense qu'ils sont toujours en train de chercher derrière nous qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on mange pas, comment on se comporte, et c'est abusé. Et là encore rentrer dans les mosquées pour regarder ce qu'il y a dedans. Et ils veulent maintenant même apprendre à nos imams, ils veulent former nos imams alors qu'ils connaissent même pas la religion. Ils sont là à stigmatiser la religion et ils veulent former des imams pour nous apprendre notre religion. En tout cas, aujourd'hui, sur l'aspect de la formation, ils disent pas qu'ils veulent former les imams d'un point de vue théologique. Ils les forment en tout cas sur les principes de la laïcité, et c'est déjà mis en place. Aujourd'hui, vous avez des diplômes en université, c'est de niveau bac+2, où en fait on apprend la laïcité tout simplement. Moi, on risque de choquer Hassan. Je préfère effectivement un imam qui soit formé ici. Par des spécialistes évidemment, attention qu'on s'entende bien. Oui, il y a des très bonnes écoles, il y a l'USH, que des imams qui répètent bêtement les discours wahhabites, qui a fait énormément de mal. Ça par contre voilà, il faut lutter à un moment ou à un autre. Regardez, je vais vous donner un autre exemple par rapport au reportage et dites-moi si c'est normal ou pas. Ils ont montré une vidéo de l'imam Abu Hudayfa. Ouais. Et en fait, il parlait de la mort. Que voilà, que le vrai réveil c'était après la mort, la vraie vie c'était après la mort. C'est vrai et tout pour nous. Ils ont dit que c'était quelqu'un qui c'était limite en fait le dogme des sectes. Non, alors pas du tout. Mais non, ça. C'est quelque chose de autant Abu Hudayfa, on aurait pu le reprendre sur. Regardez ce reportage, qui écoutait ça. Il disait à certaines personnes que voilà, il ne faut pas écouter la musique. Tout de suite, c'était un truc de fou, mais c'est abusé. Comment il peut dire ça? Et c'est. Bon, merci Hassan en tout cas pour ton appel et ton avis. À très bientôt. Merci. En tout cas. Merci. À bientôt. Salut Hassan. 01 40 33 9000 évidemment pour nous donner votre avis. Dans un instant avec Anan Zawani, on va parler des cérémonies du 11 novembre. Oui, c'était hier. Alors je dois dire quand même que j'ai été assez choqué de la qualité de la sécurité en France quand on a vu une fémène qui arrive à sauter au-dessus de la barrière, à se retrouver quasiment devant la voiture de Trump sans que le flic n'arrive à la rattraper. Enfin, c'est très inquiétant quand même. C'est très inquiétant, c'est clair. Ouais. D'ailleurs, ils ont pas remonté. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. C'est qu'après cet événement, Poutine apparemment est pas venu ou. Ah ouais. Oui. En tout cas, voilà, ça montre quand même qu'il y a des défaillances importantes. De grosses défaillances, c'est clair. Parce que au-delà d'une fémène qui affiche ses formes généreuses, ça aurait pu être quelqu'un de beaucoup moins intentionné, qui aurait pu effectivement approcher la voiture de Trump. Ces formes généreuses, j'ai envie de te dire, on sait même pas parce qu'elles ont été floutées, mon cher Christophe. J'imagine, laisse-moi rêver, je sais pas moi. Laisse-moi rêver, imaginez quoi, tu vois. Bon, au moins qu'il n'y a pas de risque de mettre ça à l'air, au moins que ça vaille le coup, au moins, évidemment. Voilà. Excusez-nous, cher auditeur. Bon, 01 40 33 9000 dans un instant, on va parler des cérémonies, on va parler de paix, parce qu'on a beaucoup parlé de paix. Il y a eu une conférence d'ailleurs de paix hier à la Villette. Bon, Trump n'a pas voulu y aller. Moi, je me demande quand même, j'ai juste une question à vous poser à toutes, et à tous, bien sûr. Il y a effectivement beaucoup de gens qui étaient légitimes à être là hier, à l'image de ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, il était légitime dans le sens, voilà, effectivement. Ah oui. Netanyahou, que foutait-il là? Que foutait Netanyahou ici? Je ne comprends pas.
Voilà. D'autant plus qu'en 1914-1918, balancer sa contrebande aux yeux du monde entier. Israël n'existait pas, d'accord. Et là, ça concernait des Juifs de France. Donc voilà, ils étaient français. Que venait faire Netanyahou ici hier? Quand on parle de paix avec un mec qui prône la guerre, et pas plus tard qu'hier encore, on l'a vu avec des débordements à Gaza. Et 6 Palestiniens tués. Il a dû rentrer précipitamment chez lui d'ailleurs. Ça rime pas quoi. Il y a un bout d'un moment ça colle pas. Voilà. En tout cas, on parlait des cérémonies, puis on parlera aussi du harcèlement avec Audrey Pronosti, qui va résonner d'ailleurs avec le sujet que l'on va aborder avec notre invité Antoine Desrosières, qui sera avec nous dans un instant. Réalisateur, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Elles s'appellent Hanan Zawani et Audrey Pronosti. Elles sont avec nous jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. Bien sûr, c'est parti pour l'avis tranché de Hanan Zawani. Et avec elle, on va revenir sur les cérémonies qui se sont déroulées hier, les cérémonies du 11 novembre. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui avec Hanan, et ça tombe bien, et ça me fait même beaucoup de bien d'ailleurs, on va tenter de parler de paix. Tout à fait. Alors dimanche, à l'occasion des commémorations... non Christophe. Quoi? Il faut que tu mettes la musique. Ça y est, elle y est là, tu l'entends pas? Écoute. Excusez-moi. Alors dimanche, à l'occasion des commémorations du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le monde était à Paris. Vous avez peut-être trouvé le moment émouvant, vous auditeurs. Eh bien moi, pas du tout. Le monde était à Paris, dit-on. Je n'ai vu qu'une poignée d'hommes, symbole des démocratures qui nous imposent leur vision du monde. Et surtout, j'ai été frappée de voir cette place de l'Étoile déserte, triste à en mourir. Cette place devrait être remplie de monde, célébrant la mémoire des soldats et la paix. Alors sur le papier et à l'écoute des discours, évidemment, les grands idéaux sont mis en avant. Mais autour de notre Dream Team de dirigeants, personne. Les citoyens sont tenus à l'écart. Tous, nous étions parqués derrière nos écrans de télévision et tenus loin, très loin des dirigeants de la Terre, comme d'habitude, comme toujours, pour ne pas changer. Pour nous réchauffer le cœur, invités à chanter en hommage aux troupes coloniales, Angélique Kidjo que nous écoutons actuellement, pure hypocrisie. Macron nous parle de paix et d'espoir, nous savons que les démocraties occidentales font tout pour maintenir nos dictateurs africains au pouvoir et que l'esprit de la colonisation continue aussi. Pour rendre hommage aux 7000 juifs de France tombés au champ d'honneur pendant la Grande Guerre, Bibi, l'ami des Palestiniens, même lui était là. Pure hypocrisie. Nous savons tous que cette commémoration spéciale, tenue en présence du Premier ministre, n'est qu'une énième manipulation politique. La question est, doit-on considérer que chaque juif dans le monde est israélien? Bien sûr que non. Alors oui, nous savons que chanter la patience, c'est important. Bléoui, bléou, nous chante Angélique Kidjo. Patience. Patience quand nous savons les horreurs de la guerre passée et présente. Patience quand nous savons que nos ancêtres africains servaient de chair à canon. Patience quand nous savons que ceux restés en vie n'ont même pas reçu la même pension que nos soldats français. Le savoir est une arme, et s'armer de patience, combien ces expressions prennent tout leur sens. La patience est effectivement une arme, et qui s'en munit, rien ne saurait la battre. Alors patiemment, nous allons finir d'écouter Angélique, cher Christophe. Et voilà, donc effectivement, Angélique Kidjo, très beau passage. Ça a été mon moment préféré d'ailleurs de cette cérémonie. Je dois dire, Angélique Kidjo avec une voix magnifique. J'ai eu l'occasion d'écouter, de découvrir bien avant cette cérémonie, mais c'était très sympa. Merci beaucoup Anna. En tout cas, je pense que là, t'as tout résumé, tout dit. Beaucoup se sont retrouvés finalement assez frustrés de cette cérémonie d'hier, à tel point que d'ailleurs certains dirigeants, Anna, se sont un peu endormis. Hein, ah oui, carrément. On a vu le roi Mohamed VI on a vu aussi s'est endormi. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui dormait, oui. tranquille. Il y avait aussi par moment Trump qui a fermé les yeux, Erdogan. Enfin voilà, ils se sont un peu emmerdés quoi en fait.
tout ce beau monde. En toute sincérité, autant cette commémoration du 100e anniversaire est très très importante, autant la manière dont elle a été menée, je l'ai expliqué de toute manière sur mon avis tranché, c'était pas une commémoration populaire. Ouais. Non. Je sais pas ce qu'on a pensé Audrey d'ailleurs de cette cérémonie. Tu l'as regardée d'abord? Non, franchement, j'ai pas voulu la regarder concrètement. Ouais. D'accord. Juste Donc t'as que- boycotté. Ouais, non, franchement, ça m'intéressait pas, vraiment. Ah oui. Ah ouais. Bon, d'accord. Et Bon, j'assume. Ouais, non, mais pas de problème. Après tu dois Parce avoir tes raisons, tu nous expliqueras, mais Ouais. Pourquoi t'as boycotté? Non, ça m'intéressait pas, vraiment. J'avais pas envie de voir un défilé de 84 chefs d'État pour redire les mêmes choses. Après, effectivement, j'ai du respect pour les anciens combattants, j'ai du respect pour cet événement, mais voilà, je trouve que c'est surfait. Et voilà, bon après, effectivement, il faut faire une commémoration, mais rester devant Ouais. mon téléviseur, clairement, voilà. Je pense que j'ai pas besoin de ce genre de je vais pas dire festival parce que je veux pas être trop ironique, mais j'ai pas besoin de ce genre d'événement ouais. pour penser pour y D'accord. penser quoi. Bon, alors on va accueillir Mohamed qui nous appelle lui de Paris. Salut Mohamed. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Anan. bonsoir. Bonsoir Audrey aussi. C'est enfin, Oui, non. Excuse-moi. c'est pas utile. Hein. Vas-y, hein, je t'en prie. Non, bonsoir Audrey, j'ai pris l'émission qu'on route et je savais pas qui était là. Bon. Je vais intervenir à propos de ce que disait l'auditeur précédent sur la foi musulmane, l'intégrisme. Oui. Je vais rappeler simplement que l'intégrisme, ce que ça veut dire, c'est prendre à la lettre ce que dit le Coran, un texte religieux. Ah, c'est ça l'intégrisme pour vous? Ah ben oui, c'est aller au fond, vraiment intégralement, prendre le texte intégralement et l'appliquer à la lettre, quand vous prenez à la lettre. Oh, Ouais, moi j'aurais excusez-moi. peut-être dit vouloir imposer les choses. Là c'est de l'intégrisme peut-être, mais Comment quelqu'un qui vouloir imposer les choses. Là on peut parler d'intégrisme, mais quelqu'un qui veut vouloir pratiquer, aller voilà. au fond des choses, peut-être Ouais. c'est revenir au fondement de la Voilà, c'est religion. autre chose. C'est ça, le fondamentalisme, l'intégrisme. Mais le fondamentalisme, c'est pas forcément de l'intégrisme, et de Bah oui. l'intégrisme, c'est pas forcément du terrorisme aussi. Hein. Non, est-ce que j'ai dit Non, mais je précise au cas où. Oui, mais les mots ont leur importance et surtout ont un poids très important aussi, je le rajoute. Écoutez, je vous invite à regarder le dictionnaire et vérifier ce que ça veut dire l'intégrisme. Et vous D'accord. verrez. Deuxièmement, le radicalisme, c'est aller à la racine des choses, Oui. à la racine du dogme. C'est pas forcément poser des bombes ou quoi que ce soit. Donc, D'accord. ce monsieur qui applique à la lettre le Coran est un intégriste. C'est pas mais pour moi, il ne pose pas de problème. Parce que si du moment qu'il respecte la loi En fait, française, l'intégrisme, voilà, pour répondre à votre question, parce que j'ai été chercher, que ce soit l'intégrisme catholique ou musulman, tel que le précise la définition, c'est une attitude qui consiste à refuser toute évolution d'une doctrine, spécialement d'une religion. Donc là, je pense que vous parlez plus du fondamentalisme alors que de l'intégrisme. vous avez la définition de quel mot vous avez cité là? D'intégrisme, attitude qui consiste à refuser toute évolution d'une doctrine, spécialement d'une religion. Exactement. Donc c'est à l'origine de cette religion et on reste à la pratique d'origine. Oui, Ben, c'est ça peut dire. Bon, oui. Mohamed. Oui, oui. Ça se discute. On a plus envie de parler philo à cette heure-ci. Hein, ça devient dur. Là. Merci. Deuxième chose. Oui. Non, juste deuxième chose. Qu'est-ce que vous penseriez si je vous disais au nom de ma religion, je refuse de serrer la main aux Noirs ou aux Juifs, aux Arabes? Vous en penseriez quoi? Bah, Moi, de je nous dirais expliquer pourquoi tu dis ça en fait. Voilà. Sur quoi tu te bases religieusement parlant pour refuser de serrer la main De toute d'un façon, ça noir, peut pas être religieux. d'un Parce... juif ou d'un chrétien ou peu importe, parce que c'est pas du tout dans notre religion. Moi, je percevrais ça comme de la discrimination. Ouais, ou du Pardon racisme. Il appellerait ça de la discrimination, ou du racisme, ou ce que tu veux, quoi, en fait. D'accord. Refuser de serrer la main à une femme en France, ce serait de la discrimination aussi. La discrimination faite aux femmes? Bien sûr. Oui, si elles le considèrent comme ça, qu'elles se sentent discriminées, c'est leur droit, oui. Ah oui, mais vous allez serrer la main d'hommes, etc. Et vous dites non, vous, je ne serre pas la main. La religion musulmane, c'est la religion de la facilité. Donc quand vous êtes en France et que les pratiques consistent à serrer la main de tout le monde, eh ben vous faites en sorte de serrer la main de tout le monde. Surtout si vous risquez de faire de la peine ou risquez de vexer quelqu'un, c'est pas le but de l'islam. Oui, mais Et on est donc- d'accord, c'est du bon sens et du Il y savoir-vivre, a des- oui. Après Donc, qu'il il y fallait- ait certaines personnes qui refusent de serrer la main des femmes, c'est leur Oui. problème en fait, ça leur concerne, ça Ah. les concerne elles. Non, si on est dans un lieu de travail, etc. Non. Oui. Dans une société, non.
De toute bon. manière, il y a des personnes Après, qui ont vous été savez- virées apparemment parce qu'elles ont refusé de serrer la main de femme. Donc, Je vais vous dire, vous savez, je vous comprends pouvez pas, en avoir... fait, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Oui, Ouais. c'est ça dévie. On peut avoir chacun son avis là-dessus. Moi, je pars du principe où chacun fait ce qu'il veut dès lors que personnellement ça ne me dérange pas et que ça ne va pas sur mon Oui, terrain voilà, il y a des d'action façons ou de de faire. réagir. Moi, regarde mon pote, si t'as pas envie de me serrer la main, c'est ton droit. Je vais pas en faire un drame, tu vois. Après, effectivement, s'il y a des mecs qui refusent de serrer la main aux femmes parce qu'ils ont un problème ou ils ont peur d'être tentés parce que juste en serrant la main d'une femme, ils ont peur d'avoir une quelconque réaction en tout genre. Après, c'est le problème de chacun, tu vois. C'est chacun selon sa manière d'être et sa manière d'agir. C'est tout. Ça n'a pas été ta réaction quand il y a je crois il y a un an de ça, il y a une femme, il y a un homme qui a refusé de serrer la main, une femme dans une banque, et on lui a clôturé son compte dans la banque. Toi, t'as dit que c'est effectivement c'est inadmissible. Ouais, mais après ça peut, moi à mon titre personnel, oui, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Maintenant, en toute objectivité, je vais te dire au truc que Mohamed, franchement, je m'en fous. Franchement, chacun fait ce qu'il veut, ouais, tu vois. Voilà. C'est pas trop. Ouais, non, mais on va pas revenir sur ce que je disais il y a un an, et puis j'assume ce que j'ai dit. Effectivement, si tu trouves que j'ai dit que c'est scandaleux, c'est scandaleux. Y a pas de problème, j'assume. Mais au bout d'un moment, après, on va pas en faire tout un drame sur un serrage de main entre un homme et une femme. Chacun fait ce qu'il veut. Si t'as pas envie de serrer la main et que t'as pas envie, je sais pas, d'approcher une femme ou de te retrouver tout seul avec une femme parce que t'as peur d'être tenté par je ne sais quoi, c'est ton problème. Voilà. Je te dis encore une fois, c'est pas dans ta vie personnelle. Je te dis dans un lieu de travail, par exemple. Ouais. Mohamed. Dans une société, etc., ça peut poser problème. Effectivement. Merci Mohamed. Je t'en prie. Ciao, à bientôt. 01 40 33 9000. On va accueillir maintenant notre invité, puisque c'est l'heure, mesdames, messieurs, de l'entretien du LGF. Avec Hanan Zawani et Audrey Pronosti qui sont avec nous aujourd'hui pour interroger un réalisateur qui s'appelle Antoine Desrosières. Antoine Desrosières, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. On va parler de ce film que j'ai vu, que nous avons tous vu d'ailleurs autour de cette table. Ça s'appelle À genoux les gars. Et ça parle donc de la banlieue, ça parle de harcèlement, de cyberharcèlement. Et c'est un film d'ailleurs qui vous a emmené au Festival de Cannes, puisqu'il a été nommé dans la catégorie Un certain regard. Oui. Antoine, alors on va démarrer tout de suite de but en blanc. Je dois dire que votre film, moi, m'a un peu dérangé. Je vous écoute. Il m'a un peu dérangé dans le sens où j'avais entrepris de le voir en famille, et heureusement que je ne l'ai pas fait. Parce que je me serais senti mal de regarder ce film avec mon fils. Il a quel âge ? Il a 16 ans. Ah, ouais. C'est un sujet alors. Oui, et je trouve par moment, et peut-être que vous avez vos explications, et tant mieux d'ailleurs, que c'est hyper caricatural. C'est des clichés, banlieue avec effectivement ces deux filles maghrébines, ces deux potes maghrébins, et on joue à un jeu comme ça autour de jeux sexuels. Avec celui qui devient le sauveur à la fin, qui est un noir. On est dans le caricatural intégral, là, Antoine Desrosières, non ? Mais peut-être que ça vaudrait la peine de dire à vos auditeurs ce que raconte le film, parce que là, d'emblée les critiques avant de dire ce que ça raconte. Alors l'auditeur va être perdu. Moi, je veux bien éventuellement résumer le film, puis éventuellement répondre à vos critiques avec plaisir, mais peut-être qu'il faut que vos auditeurs ne sachent pas exactement de quoi il en retourne. Donc, en fait, le film, d'abord, est inspiré d'un témoignage vécu. D'accord. Qui racontait, c'était une jeune femme qui racontait effectivement comment elle était tombée dans un piège de chantage à la sextape fait par son petit ami qui l'avait manipulée pour qu'elle accepte de donner ses faveurs au meilleur ami du petit ami qui n'est autre que le petit ami de sa sœur. Je ne sais pas si tout le monde suit. Oui, voilà. C'est deux sœurs qui sortent avec deux meilleurs amis. Deux meilleurs amis, voilà. Alors ensuite, pour comprendre la suite de l'histoire, c'est que le film raconte effectivement, traite des abus faits aux femmes, et ce que nous pensons, je dis nous parce que le film a été écrit avec ses interprètes féminines et masculines. Donc c'est pas mon film que vous voyez, c'est vraiment notre film aux 5 jeunes qui sont dans le film et à moi. Et aussi à Anne-Sophie Nanki qui en est une scénariste. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous l'avez réfléchi avec ces deux actrices qui sont de formidables actrices contre. Bien sûr, ces deux acteurs également. C'est une réflexion de leur vécu.
Alors À c'est eux une réflexion de ce qu'ils connaissent du monde. C'est pas autobiographique à eux puisque c'est D'accord. inspiré d'un témoignage vécu par quelqu'un d'autre. D'accord. Mais ces jeunes sont au milieu du monde et connaissent. Les jeunes femmes ont souffert d'abus des garçons au quotidien Oui. et elles étaient très mobilisées dans leur envie de faire un film qui dénonce le non-respect tout simplement d'elles. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, et là le nous maintenant vous savez qui c'est, pensons que ces problèmes arrivent partout, dans absolument tous les milieux, à tous les âges, dans toutes les religions, dans toutes les communautés tout autour du monde. Et dans toutes les catégories sociales. Et dans toutes les catégories socioprofessionnelles. C'est-à-dire que nous pensons que c'est absolument universel comme problème. Et nous avons fait ce film dans ce milieu social pour deux raisons très particulières. C'est d'une part que c'est issu du témoignage et qu'on n'avait pas de raison de le transformer, et d'autre part que nous avions fait un film ensemble auparavant avec Inas Chanty et Souad Arsane, avec lequel voilà, on avait eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Ces deux actrices. Voilà, et on avait très envie de retravailler ensemble. Et il m'aurait semblé paradoxal de leur dire, écoutez mademoiselle, vous êtes merveilleuse, mais pour ne pas avoir l'air de parler d'un milieu qui n'aimera pas qu'on parle de lui, je vais aller prendre des petites blanches pour jouer et je vais mettre le film dans le 6e arrondissement et vous deux, vous allez rester chez vous et on se plaint de ce que le cinéma français ne représente pas assez la diversité, mais vous allez rester chez vous. Par contre, voilà, le sentiment à la fin du film, pour rebondir Christophe, c'est que quand on finit le film, effectivement, on se sent dérangé, mais par contre, oui, on se dit que cette histoire-là, ça peut arriver à tout le monde. Donc là, ce message, effectivement, que ce sujet-là est un sujet universel, il passe très bien. Bon, voilà. C'est l'essentiel. Ensuite, à côté de ça, voilà, il y a d'autres choses, mais on va en parler. Sur la question caricaturale, moi, ce que j'observe au quotidien et avec mes actrices et acteurs, c'est que notre quotidien est fait de caricatures. Alors, vous pouvez trouver ça caricatural, mais rendre compte de l'énormité du quotidien, qui a souvent plus d'imagination que la fiction. Là, la caricature, en fait, elle est amenée par l'humour, et je trouve ça très bien joué, par contre. Je vous remercie. Voilà. L'humour, effectivement, permet de pointer du doigt ce qui fait mal. Et du coup, sincèrement, moi, personnellement, je trouve que l'humour dérange encore plus que si c'était fait de façon banale. Parce que, justement, moi, je trouve c'est encore plus dérangeant, le fait d'utiliser l'humour. Parce qu'on s'y attend vraiment pas, surtout sur un sujet comme ça. Alors, je vais être plus précis, peut-être, parce que moi, je suis un homme, contrairement à ces deux filles qui ont une critique, j'allais dire, différente. Je vais vous la faire simple, monsieur Desrosières. Oui. Si en faisant une telle disquette, on peut arriver à ce qu'on veut, c'est très simple la vie. Hein. Ah, c'est-à-dire que vous n'y avez pas cru? Non, vous pensez pas que ces manipulations existent? Absolument pas. Ça, j'y crois évidemment. Alors, mais me dire que ces filles puissent tomber dans un tel piège comme ça avec une telle facilité, mais c'est quand même curieux, non? Ça arrive tous les jours. Là, pour revenir à l'histoire, parce que c'est peut-être important que les auditeurs comprennent. Donc, on a une actrice principale, donc qui est pas Rime, comment est-ce qu'elle s'appelle? Yasmina. Voilà, qui est Yasmina, qui a un petit ami qui se retrouve en soirée en l'absence de sa sœur qui est partie en voyage. Son petit ami ainsi que le petit ami de sa sœur. Voilà. Garçon manqué de surcroît, je me permets de le rajouter parce qu'on en tout cas, son petit ami effectivement met en place une vraie manipulation psychologique, et moi en tout cas en ayant vu le film, je l'ai tout de suite bien ressenti, qui amène en fait comment est-ce qu'elle s'appelle? Yasmina à faire une fellation au meilleur ami de son petit ami. Voilà. Sous l'influence de son petit ami. Sous l'influence de son petit ami. À savoir qu'en plus, Yasmina sortait d'une soirée où elle avait bu un petit peu d'alcool. Donc effectivement, elle était entre guillemets d'autant plus influençable. Moi, effectivement, de pointer du doigt cette manipulation, ça m'a pas choqué. On voit de toute manière que vous forcez le trait, que vous forcez la caricature, mais en réalité, une jeune femme ou un jeune homme, parce qu'on le voit aussi à la fin, par le biais de la manipulation psychologique, on peut tout lui faire faire. Et là, ce que dit que ce film, c'est qu'en réalité, il faut qu'on ait conscience d'où, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, et que on peut même mettre à défaut sa relation avec sa sœur, parce qu'il se trouve qu'elle fait une fellation quand même au petit ami de son frère. Donc tout ça, c'est énormément de caricatures, des situations très très exceptionnelles. Je peux vous dire l'argument qu'il a fait flancher, parce qu'il est terrifiant, mais il est issu du témoignage, il est issu de la réalité, et je crois qu'on n'aurait pas osé l'imaginer, cet argument. C'est quand elle lui dit, le garçon lui dit, si tu ne le fais pas,
il va sortir en soirée, il va rencontrer une fille, il a des besoins, il va peut-être tomber amoureux de cette fille, et quand ta sœur va revenir de voyage de classe, elle va se retrouver célibataire. Ouais. Alors que si c'est toi, il n'y a pas de problème, ça reste en famille, et donc chacun reviendra avec sa chacune. L'argument est terrifiant, je suis bien d'accord avec vous, mais il est issu du réel. Et c'est donc dans sa naïveté de l'instant, c'est par amour pour sa sœur qu'elle croit faire ça. Bien sûr, et c'est effectivement ça qui est épouvantable. Je voudrais juste dire une chose, c'est que en ce moment je fais des festivals dans le monde entier. Là, il y a 3 jours, j'étais à Tunis au JCC, qui est les Journées cinématographiques de Carthage, qui est un des plus beaux festivals du Maghreb. C'était samedi, je crois. Oui, j'y suis allé, je l'ai présenté 3 fois, les 8, 9 et 10, donc j'en reviens, j'en suis revenu hier. Et j'étais aussi 2 semaines avant à Helsinki, 1 semaine avant en Suisse, enfin bref, je vais un peu partout, et à chaque fin de séance, j'ai, pas dans la salle, sur le trottoir, 1 ou 2 jeunes femmes qui viennent me trouver et qui me dit ça m'a bouleversé parce que j'ai vécu la même histoire. Oui, après, et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de j'ai vécu la même histoire, on me le dit partout dans le monde. On me l'a dit à Helsinki, on me l'a dit en Suisse, on me l'a dit à Tunis. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est que quand on regarde cette histoire, c'est qu'on se dit que ça peut arriver très vite, beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer, justement, parce que malgré le fait que ce soit des arguments complètement fantasques, comme vous venez de l'expliquer, c'est pas si fantasque que ça, parce que c'est arrivé, c'est une vraie histoire, et au-delà de ça, quand on voit le déroulement jusqu'au dénouement, on se dit que voilà, ça va très très vite, et effectivement la gamine qui se fait filmer et qui après est sous la pression. Moi, je voudrais m'adresser à votre fils de 16 ans, si vous voulez bien, puisque vous m'avez parlé de votre fils de 16 ans. Moi, je pense que votre fils de 16 ans, c'est plutôt au père qu'il faut s'adresser, parce que lui, à la limite, depuis, je sais pas quelle aurait été sa réaction. Mais il vous écoute pas. Non, il m'écoute pas, non. Mais peut-être que je m'adresse à vous pour que vous adressiez à lui. Oui. Je pense que c'est votre travail de père de parler à votre fils et à vos filles, tout simplement parce que le problème, et ce, dès la puberté, dès 13-14 ans, ces problèmes-là sont le plus violents au collège. Pire encore qu'au lycée, parce que personne n'ose parler de sexualité aux jeunes, parce que ils sont si jeunes, c'est tabou, etc. Donc moi-même, je suis parent de 2 filles de 10 et 14 ans, je sais que c'est difficile de leur parler. Et pourtant, quand ils sont au collège, comment ils font leur formation à la sexualité? En surfant sur Internet, en voyant des pornos. Ce qui n'est pas la meilleure manière. Et moi, je pense que mon film est précisément l'antidote au porno, celui qui est là pour mettre en garde et pour leur dire, regardez, quand vous faites des choses sans penser aux conséquences, regardez qu'il y a quelqu'un qui souffre en face. La question que je me suis posée justement à la fin du film, c'est, je suis mère de famille aussi, de 2 adolescents et même d'une jeune adulte. Comme Christophe, personnellement et par pudeur, en tout cas je vais y réfléchir, ça m'est difficile de regarder un film aussi libre que ça, voilà, cru dans les mots surtout. Alors je te pose la question, Anna, est-ce que ça plus difficile avec ton fils ou ta fille? Alors attends, je réponds à la question. La question c'est de savoir ce film, est-ce qu'il est, il a été fait pour les parents et pour les enfants, ou il a été fait pour les jeunes? Parce que dans sa manière narrative, l'humour, la manière dont vous utilisez l'humour, on a plus l'impression que c'est vraiment en direction des ados. Écoute, après que nous, en tant que parents, on s'en empare et qu'on décide de leur transmettre. D'ailleurs, vous allez le diffuser dans les établissements. Alors absolument, on fait tout un travail en direction des jeunes. Je suis particulièrement heureux parce que lundi 19, le matin, la mairie de Bondy organise une séance du film dans lequel ils ont convié tous les collèges de Bondy et tous les lycées. Et j'insiste sur tous les collèges parce qu'ils n'ont pas eu peur de s'adresser dès les 4e, 3e. C'est-à-dire ceux qui sont juste à la sortie de la puberté et qui n'ont pas de repères par rapport à ces choses qui bouillonnent en eux comme dans tous les adolescents du monde entier et qui ont précisément besoin d'en parler. Et ce qu'on pense, c'est que les parents doivent trouver le moyen de parler à leurs enfants. Moi, en l'occurrence, je donne des livres à ma fille parce que quand je veux lui parler, elle me dit ta gueule, papa, va-t'en, excusez-moi. Par contre, les livres, elle les met de côté, peut-être qu'elle les lira de son côté. Je pense qu'à l'école, c'est difficile aussi d'en parler. Et là, cette initiative de la mairie de Bondy de le montrer à ses collégiens et lycéens me semble excellent. Je l'ai fait aussi à Argenteuil, je l'ai fait à Ivry, je l'ai fait dans le 18e à Paris, je le fais un peu partout, je le fais partout où on m'invite. Et c'est vrai que c'est souvent des initiatives de profs qui ont vu le film et qui se disent c'est un outil pour permettre d'ouvrir le dialogue, de parler de la question du consentement, de parler de la question de qu'est-ce qui est de l'abus, qu'est-ce qui n'en est pas. Le film parle de viol, parce qu'il parle de filles qui se retrouvent à faire des choses qu'elles n'ont pas voulu faire, et ça s'appelle
celle du viol. Bien sûr. Donc effectivement, je suis d'accord que c'est cru, c'est surtout cru dans la langue, mais c'est une langue que je n'ai pas inventée. Vos auditeurs le savent, c'est la langue de la rue, c'est la langue des jeunes. Alors le langage utilisé pour moi, c'est un langage auquel je me suis facilement adaptée, mais c'est les images en fait, les images et les situations. Alors les situations sont violentes, les images sont rarement crues dans le film, mais c'est vrai que les situations sont dures. Ça, je suis les d'accord images, quand on voit effectivement la jeune fille qui fait, c'est torchant. Voilà. C'est torchant quand même. Oui, après cela dit, on sait ce qui se pas passe. cru dans le sens, mais c'est suggéré, c'est choquant quand même. Je suis d'accord avec vous. Oui. Pour une mère de famille qui regarde ces images et qui se dit peut-être que ça peut arriver à ma fille, ou encore pire, peut-être que mon fils peut se comporter comme ça. Je vous assure que c'est cru et choquant. Mais moi, j'ai fait une séance avec les PJJ. Vous savez ce que c'est que les PJJ? C'est la protection judiciaire de la jeunesse. C'est ceux qui s'occupent des jeunes délinquants. Et ils ont fait une séance avec 100 jeunes dont ils s'occupent. Et une des éducatrices m'a raconté une gamine qui lui disait ça y est, je l'ai fait. C'était une gamine de 3e. Alors on pensait qu'elle avait peut-être fait son premier rapport sexuel. Non. Quand elle disait ça y est, je l'ai fait, c'est, excusez-moi, j'ai sucé tous les garçons de la classe. Quand on entend ce genre d'histoire, on se dit il y a un travail à faire. Et on peut pas laisser ces jeunes complètement démunis, sans repère, et que c'est important de le faire, même si c'est difficile de le faire. Et que je vous remercie de me recevoir ici. Je vous remercie de me recevoir ici parce que précisément, on ouvre le dialogue pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire face à ces situations qui font souffrir des filles et aussi des garçons finalement. Parce que les garçons qui sont causeurs de troubles, ne croyez pas qu'ils soient heureux. Mais est-ce que dans le cadre justement de votre recherche documentaire, ou en tout cas de cette reprise d'un fait réel, vous avez été plus loin en allant faire des recherches, parce que là le thème du livre c'est le harcèlement sexuel en général, sauf que là il est traité sous le prisme d'un environnement des quartiers populaires. Mais vous avez des chiffres dans les quartiers populaires, il y a plus de harcèlement sexuel je dis pas qu'il y en a plus qu'ailleurs. D'ailleurs le film ne dit pas ça. Je pense et je redis que ça existe absolument partout. L'affaire Weinstein en est une preuve. Il n'était ni jeune, ni dans un quartier populaire, ni pauvre, ni quoi que ce soit. Ça l'a pas empêché d'être une ordure. Et alors les élèves qui ont vu ce film Argenteuil, notamment, quelle a été leur réaction? Ça se passe extrêmement bien, et c'est très intéressant parce que eux ne sont pas choqués, eux n'ont pas l'impression que c'est caricatural. Ils rigolent pendant le film. Ils rigolent, ils connaissent ça par cœur. Et l'objet du débat, ce sur quoi le débat s'oriente assez rapidement, c'est à partir de quand il y a de l'abus. Parce que il y a le film est construit avec différents paliers. Il y a des choses qui ont l'air toutes mignonnes, un premier baiser dans une piscine entre deux jeunes amoureux, vraiment c'est fleur bleue et c'est ravissant. Et puis un peu plus tard, il se passe dans les escaliers, on passe à un acte un peu rapidement qui peut surprendre, mais la fille dit oui et a priori elle pourrait dire non, donc on peut s'interroger quand son petit ami lui demande la première fellation. C'est ça. Vous dites les choses, c'est parfait. On peut se demander pourquoi elle dit oui. Et en l'occurrence, dans Argenteuil, un jeune m'a dit, ou c'était peut-être un jeune de la PJJ, il m'a dit pression sociale. Je me suis dit, il est pas bête le jeune. Il sait les mots pour dire les choses. Pression sociale. Puis on arrive un peu plus tard dans cette situation de manipulation. Puis ensuite on passe à un chantage à la sextape. Je spoil un peu beaucoup. Mais la question c'est à partir de quand on est dans l'abus, à partir de quand on est dans le viol. Et ça c'est un débat dans lequel les jeunes n'ont pas tous le même point de vue, mais ils s'écoutent entre eux et leur point de vue évolue au cours du débat. Juste alors, je voulais attendez les filles, on va s'arrêter 2 secondes, on a la fin quand même. Oui, je sais qu'elles sont à fond dedans là. Moi j'écoute, j'assiste à ce spectacle magnifique. Antoine Desrosières qui est avec nous. Donc, réalisateur. Je voulais rebondir sur H2 les gars. Oui, tu vas rebondir dans un instant avec ton avis tranché justement, puisque tu vas nous en parler toi du harcèlement, de ta manière de voir les choses. À tout de suite, ne bougez pas. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est l'entretien du LGF en ce lundi. Et on parle cinéma avec Antoine Desrosières qui est notre invité aujourd'hui, réalisateur. Le film qui a été nommé au Festival de Cannes quand même dans la catégorie Un certain regard. À genoux les gars, on parlait donc de cette histoire qu'on a évoquée en long et en large. Et ça aborde évidemment un sujet très lourd, mais ô combien d'actualité, le harcèlement. Puisqu'on disait tout à l'heure, avant votre arrivée, Monsieur Desrosières, c'est qu'un enfant sur 10 en est victime aujourd'hui. Et faisant référence à cette vidéo de ce gamin terrible de 7 ans, la semaine dernière, qui s'est filmé, qui pleurait et qui demandait de rejoindre le ciel tellement il n'en pouvait plus de taper. Alors c'est une autre sorte de violence.
Mais le harcèlement sexuel est une violence aussi qui a même des conséquences terribles jusqu'à un âge adulte, voire même au-delà. On en reparle évidemment dans ce film, donc À genoux les gars. Un film. Alors, vous m'avez apporté cette réflexion que je trouve très juste. En antenne, vous me disiez, c'est peut-être pas un film à voir dans la famille, entre parents et enfants, mais chacun de son côté peut-être. Sans doute. C'est une chose que Swad Arsan me disait à propos du film, qui est l'actrice et scénariste du film. Elle me disait, si je l'avais vu avec mes parents, j'aurais dit c'est nul. Si je l'avais vu toute seule, j'aurais dit c'est génial. C'est très révélateur. Ouais, c'est ça. Hein, Très très révélateur. Bon, eh bien tiens, puisque tu prends la parole, toi, ma chère Audrey Voilà. Pronosti, tu vas la garder, puisque voici l'avis tranché de Audrey Pronosti Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on va parler de harcèlement, chère Audrey, dans ton avis tranché aujourd'hui. Oui, effectivement, mais là je vais vous parler de harcèlement, mais le harcèlement scolaire. Jeudi dernier, le 8 novembre plus exactement, c'était la journée mondiale contre le harcèlement scolaire. Et oui, nous en sommes à décréter une journée de lutte, car c'est vrai, c'est un problème de société. Et on ne peut pas le nier, c'est très important. Près d'un enfant sur 10 à l'école est concerné, comme on vient de le dire. Donc, comme on peut le constater, ça commence très tôt, dès l'école primaire. Si ce n'est pas si anodin que cela, car qu'on se le dise, le harcèlement scolaire fait des ravages, il tue même parfois. Pour le définir, c'est bien simple, c'est une violence répétée, une violence verbale, physique ou encore psychologique. 3 états de fait qui peuvent détruire une personne, alors imaginez ce que cela peut faire sur un enfant ou un adolescent. Dès lors qu'il y a rapport de force ou de domination entre élèves, il y a victime et c'est là qu'il faut s'inquiéter. Lorsque les agressions se répètent, on est clairement dans le harcèlement et enfin l'isolement contribue à porter le coup fatal. Les raisons, eh bien souvent, elles sont liées au rejet de la différence, que ce soit à cause de l'apparence physique, d'un handicap ou encore d'une appartenance à un groupe social qui peut attirer l'attention, qui ne plaît pas en somme. Ce sont tous des prétextes. Des exemples, il y en a plein, il y en a trop même. Tant d'histoires isolées rappellent le calvaire de tant d'élèves. Certains parlent, mais très peu, et d'autres n'osent pas. Et dans le pire des cas, certains finissent par passer à l'acte. On se souviendra de l'histoire du jeune Jonathan Destin, le lycéen de Marquette-les-Lilles. C'était en 2011. Sa solution à lui, pour stopper son harcèlement, elle fut radicale. Il s'est immolé par le feu. Résultat, cet enfant de 16 ans à l'époque a fini par être brûlé à 75% du corps. 6 ans non-stop à se faire insulter, à se faire racketter dans la sphère scolaire. Tout ça parce qu'il était gros et ou qu'il était dyslexique. Cette fameuse sphère scolaire qui est censée protéger nos enfants de tout abus possible et inimaginable ne l'est plus. Il a finalement survécu, mais à quel prix? Après une vingtaine d'interventions chirurgicales et un trimestre de coma artificiel. Certains pourront penser que c'est un simple fait divers, seulement il n'en est rien. Au contraire, c'est bien plus grave et bien plus révélateur qu'on peut l'imaginer, surtout que cela renvoie à bien d'autres affaires. Malheureusement, sur Internet, les témoignages pleuvent, de plus en plus d'ailleurs. Certains cas commencent tellement jeunes que cela fait froid dans le dos. Lorsqu'on entend un enfant de 7 ans dire « je veux aller rejoindre le bon Dieu », franchement, ça fait réfléchir. La loi contre le harcèlement scolaire n'existe que depuis 2014, mais suffit-elle à protéger ceux qui en sont victimes? Permettent-ils de prévenir correctement ce genre de comportement? Bon nombre de plaintes restent classées sans suite, tant et si bien que l'on peut se demander quelle est l'alternative. Alors certains profs commencent à être formés à cela. Notre première dame de France a décidé alors, Brigitte Macron, je précise, pour ceux qui ne le savent pas, ancienne professeure de philo, rappelons-le, elle aussi, elle a déclaré dernièrement vouloir s'investir pour cette cause. Elle a demandé donc que la prévention soit faite dès les premières années de scolarisation. À l'heure des réseaux sociaux, le harcèlement est donc démultiplié. Il n'est plus possible de fuir dans un autre établissement comme avant. La toile est donc impitoyable. Alors, à la question quels sont les dangers du harcèlement scolaire, à mon avis est clair et radical. Nous, adultes, parents ou même encadrants, nous avons une responsabilité fondamentale. Ce fait de société peut toucher n'importe quel enfant ou adolescent et fermer les yeux est criminel. Soyons vigilants car l'aide passe par là. Les victimes ont souvent peur de s'exprimer, alors à nous de les rassurer pour que la justice soit faite. Merci Audrey pour cet avis tranché donc sur le harcèlement à l'école, précisons. C'est très important. Antoine Desrosières qui est avec nous, réalisateur. Oui. Ce sujet, pourquoi avoir voulu traiter ce sujet?
précisément? Écoutez, nous venions de faire donc un film, Inès Swad, Anne-Sophie et moi. Ouais. On avait appris à travailler ensemble et on avait beaucoup aimé travailler ensemble. Et on l'a accompagné dans énormément de débats, ce film précédent. On a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'histoires. Et on cherchait quel film nous réunirait à nouveau. Et on est tombé sur ce témoignage qui nous a bouleversés parce qu'il nous a révoltés. Et puis surtout, c'était un espèce de point de rencontre de nos engagements aux unes et aux autres, c'est-à-dire l'autre c'était moi, Inas et Swad étant très sensibles aux abus dont elles ont pu être victimes et ayant vraiment envie de faire un film qui revendique l'égalité des filles et des garçons face à toutes les dimensions de la vie et à commencer par la sexualité. Il y a un sociologue qui s'appelle Philippe Combessi qui a résumé le film d'une façon intéressante. Il a dit tant que on considérera qu'une femme qui dit oui est une, excusez-moi du mot, salope, pour ne pas être considérée comme telle, elle va commencer par dire non, même si elle a envie de dire oui. À ce moment-là, les garçons qui entendront un non se diront que c'est un peut-être, et ils vont insister pour voir au cas où ça pourrait pas passer. L'idée du film, c'est que pour qu'un non soit respecté, dès la première fois qu'il est dit, il faut commencer par respecter aussi celles qui disent oui et à ne pas considérer que ce serait mal vu et stigmatisant de dire oui. Et je pense qu'il y a un gros travail pour considérer que l'accès à la sexualité hors mariage, mais consensuel, consenti, est un droit égal pour les filles et pour les garçons, et qu'il n'est pas honteux plus pour les unes que pour les autres. Et je crois que c'était ça que les filles du film, Inas et Swad, avaient envie de porter, et c'est pour ça qu'on est parti faire ce film. Et vous pensez que c'est possible à partir du moment où il y a quand même le facteur de la culture et de l'âge qui rentre en ligne de compte Je pense qu'on pense tous que c'est très difficile, mais si on fait de la culture, c'est-à-dire qu'un film c'est de la culture, c'est précisément pour être une petite goutte d'eau dans l'océan, et pour à très très long terme pouvoir rêver à l'utopie d'un monde dans lequel il y aurait plus d'égalité. C'est en commençant par aujourd'hui dans un monde où ça n'existe pas qu'on peut rêver à un monde où ça existerait. Alors, moi je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que tout à l'heure vous parliez de la limite et de la prise de conscience des garçons, du passage de la ligne rouge. Il y a une scène sans spoiler où Majid, qui est le petit ami de Rim, et Salim, qui est le petit ami, enfin entre guillemets, de Yasmina, ils ont une discussion, et à un moment donné il lui dit mais pourquoi tu cherches à la forcer, c'est pas bien, alors qu'en fin de compte il se rend même pas compte que lui-même à transgresser. Oui. Bon, c'est toujours pareil, hein. On culpabilise l'autre pour mieux se déculpabiliser, c'est un classique ça aussi. Mais effectivement, on essaye de donner à entendre les raisons de chacun. On essaye aussi d'être dans une logique qui est que tout le monde a ses raisons, y compris les entre guillemets méchants. C'est-à-dire que ces méchants sont d'une certaine façon victimes de leur propre prison mentale, de leur propre stéréotype, qui les empêche de prendre en considération tout simplement les jeunes femmes qui sont leurs petites amies pourtant comme leurs égales et comme des personnes. Peut-être Anna, une petite réaction sur ce qui a été dit par Antoine Desrosières, qui nous dit quand une fille dit non, c'est aussi être capable d'entendre une fille qui dit oui. À ce moment-là, il faut apprendre à la fille à dire oui, parce qu'on peut pas. Enfin, une fille qui dit non alors qu'au fond d'elle, elle pense oui. L'homme en face d'elle, ou le jeune homme ou son petit ami, il est perdu. Donc à ce moment-là, il faut lui apprendre à dire ce qu'elle ressent. Je pense que pour les auditeurs qui nous entendent et qui vont regarder le film, ce qui nous relie tous, en tout cas chez France Maghreb 2, a priori, c'est qu'on est, en tout cas, la majorité de nos auditeurs sont d'origine maghrébine, de confession musulmane. C'est aussi se dire voilà, si je mets ce film entre les mains de mon fils ou de ma fille, parce que pour nous les règles sont les mêmes, est-ce que c'est pas non plus banaliser l'acte sexuel? On voit, c'est une réflexion que je vous pose, hein. On voit un des messages forts qui ressort au niveau du film, c'est le message du féminisme, en fait, où on a des femmes, et notamment la Tata, qui prône cette égalité homme-femme, qui prône cette liberté sexuelle. Mais nous, en tant que parents,
parents avec nos valeurs. Quand je dis nous, je parle de certaines personnes, peut-être que d'autres n'ont pas du tout ces valeurs-là. Qu'est-ce que ça va nous apporter en réalité à nous parents de donner ce film à nos enfants, et quelque part eux peuvent se dire c'est une autorisation à la sexualité. Comment est-ce qu'on fait en même temps pour les prévenir et en même temps continuer à leur inculquer nos valeurs qui sont juste se préserver en fait. Je comprends. En fait, le film, les différents points de vue sont représentés dans le film. Il y a un personnage qui apparaît pendant 2 minutes, qui effectivement Tata Baya, qui s'oppose aux parents par son mode de vie, mais qui elle-même d'ailleurs n'apparaît pas comme un parangon de bonheur. La femme en face, la mère en face lui dit mais enfin toi tu passes ta vie à manger des cachets et tu sors de l'hôpital psychiatrique. Qui es-tu pour nous faire la morale? Non, mais c'est-à-dire que le film n'est pas là en train de dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Le film montre différents choix, mais il montre que chaque choix a sa part de bonheur et a sa part de malheur. Et d'ailleurs, c'est pas des règles. Chaque individu faisant le même choix n'aura pas la même conséquence. Toutes les histoires sont singulières. Non, je pense que vos auditeurs, puisque c'est à eux que vous adressez, que vous interrogez, devraient être inquiets de ce que leurs filles n'osent pas leur parler de ce qu'elles font parce que c'est tabou. Ce tabou, en fait la question que le film pose, c'est le mal que le tabou fait. C'est-à-dire dans quelle mesure le fait que cette communication sur la sexualité soit difficile, voire impossible, ne jette pas les jeunes dans des situations horribles, faute de repères. Et finalement, les jeunes vont vivre des choses sans en parler aux adultes, ce qu'on voit d'ailleurs dans le film, où les jeunes ne parlent pas aux adultes, précisément parce qu'ils ne peuvent pas en parler, parce que l'éducation que nous leur avons donnée en tant qu'adultes a rendu impossible le dialogue. Et ça, je pense que tous vos auditeurs, quelle que soit leur culture et leur religion, ne peuvent qu'entendre ça. Et du côté de l'éducation aux garçons, c'est aussi de dire que de leur dire que s'ils jouent avec leur première pulsion, il faut qu'ils prennent en considération la personne qu'ils ont en face. Maintenant, effectivement, la question de savoir si la sexualité est épanouissante ou non, y compris hors mariage et y compris mais quand elle est consensuelle, est une question que chacun est en droit de se poser et en laquelle chacun est en droit de donner des réponses différentes. Antoine Desrosières, réalisateur qui est avec nous aujourd'hui, au-delà de ce film, qu'est-ce qui va se passer un peu pour vous maintenant? Est-ce que vous avez Écoutez, pour moi, entamé un autre sujet à évoquer? Oui, mais l'histoire n'est pas finie parce que effectivement, je suis en train de travailler encore tous les jours et aujourd'hui même au montage de la web-série. Et la web-série, elle peut intéresser vos auditeurs parce qu'ils peuvent en 2 clics tomber dessus. Elle s'appelle Yasmina et Rim. On la trouve sur YouTube. En tapant Yasmina et Rim. On la trouve sur Facebook aussi où il y a une page dédiée. Et il y aura 33 épisodes de entre 4 et 18 minutes, donc ça va bien plus loin que le film, et ça développe en fait ces questions, ces problématiques d'une manière, bien au-delà du film. Quand on a vu le film, c'est complémentaire ou Oui, c'est largement complémentaire parce que ça va bien au-delà. Et puis ça peut aussi, en ce qui concerne certains, bien au-delà, pas dans le côté choquant. Non, c'est un élargissement en fait. Bien au-delà, mais il y a des épisodes qui sont uniquement drôles d'ailleurs. Il y a des épisodes qui sont, on va plus loin dans le grave, mais c'est pas plus choquant. Très bien fait. On en sort un épisode par semaine, on en est à l'épisode 18, il y en a 33, donc j'ai une séance de rattrapage. Il y a encore 15 semaines devant nous, on peut déjà voir les 18 premiers épisodes. D'accord. Voilà, le film, je tiens à dire que on peut venir assister à des séances débat un peu partout en France, régulièrement à Paris, j'en fais une par semaine à l'Hackathon. La prochaine, c'est ce soir à 19h20, et puis pour le film précédent qu'on a fait, puis à 20h pour À genoux les gars. La suivante, ce sera vendredi à 17h30 puis à 18h30, ça c'est à Paris. Je serai à Bondy lundi matin. La semaine prochaine, je vais à Rouen devant les élèves d'une école d'architecture, mais tout le monde est bienvenu. Et toutes les informations sont sur la page du film. Donc en fait, je passe mon temps à circuler avec le film, donc ça me prend encore beaucoup, notamment ça vous tient à cœur, on dirait. Oui, et puis on le fait aussi avec les filles et les garçons du film. Donc effectivement, tant que un film c'est un objet de dialogue, et tant que le dialogue n'est pas allé au bout, le film n'est pas fini. Alors, donc dernière question. Une dernière question. Est-ce que justement les acteurs du film
donc qui sont deux maghrébins, qui sont présentés comme des manipulateurs et qui de fait sont dans la manipulation, ont pas été heurtés du fait que vous présentiez, qu'il y ait un sauveur dans l'histoire, parce qu'il y a toujours un sauveur, et ce sauveur-là, il n'est pas maghrébin, il est noir. Oui, mais en l'occurrence, à un moment donné, qu'importe la couleur de peau. Non, c'est important. Je vais vous expliquer. Oui. Je vous laisse répondre. Ça les a pas heurtés, eux. Ils vous ont pas dit, on va avoir des problèmes. On a travaillé en bonne entente, tout. J'ai pas eu de plainte à ce sujet-là. Mais pourquoi? Parce qu'il y a du racisme entre maghrébins et noirs. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Alors, il y a du racisme effectivement entre maghrébins et noirs. Les acteurs ne sont pas racistes. Et en tout cas, si c'est pas réellement du racisme, en tout cas, il y a une partie des Arabes, des Français arabes, qui sont heurtés du fait que leurs sœurs, leurs copines fréquentent des noirs. Et là, justement, ce noir-là, il est présenté comme un sauveur. Et les autres, c'est les mauvais. Oui, en l'occurrence, moi c'est pas les couleurs de peau qui m'ont intéressé. Vous avez pas. Pour moi, c'est des questions. C'était pas voulu de mettre l'accent là-dessus. C'est inspiré de l'histoire vraie. Dans l'histoire vraie, ça s'est passé comme ça. J'ai à aucun moment eu des raisons de modifier l'histoire vraie pour complaire à telle ou telle sensibilité. Mais de mon point de vue, on peut pas dire que les Maghrébins du film sont tous des méchants, parce qu'il y a quand même 2 Maghrébines dans le film qui sont loin d'être des méchants. Là, c'est le rapport de l'homme maghrébin à la femme et sa possessivité par rapport à la femme maghrébine. Voilà. Là, peut-être que vous en êtes pas rendu compte, mais vous avez pointé le doigt sur une problématique qui est importante. Si le film permet de dénoncer le racisme qu'il peut y avoir de la part de jeunes garçons maghrébins qui seraient choqués que leur sœur aille avec des noirs, ça me poserait pas de problème, parce que je pense que les jeunes femmes doivent choisir avec qui elles vont le plus librement du monde, et nulle couleur n'est interdite. Je sais pas si ils vont dénoncer le fait que leur sœur aille avec des noirs. Ça, ils se disent entre eux. Mais par contre, eux vont avoir la sensation peut-être d'être stigmatisés en tant qu'arabes. Et que la figure du sauveur, notamment dans les quartiers populaires, la personne qui s'occupe bien de la sœur maghrébine ou de la sœur tout court, c'est le noir et c'est pas l'arabe. L'arabe, c'est le sauvage, c'est le sexiste, c'est le machiste. Et c'est vous qui vous exprimez. Le film ne dit pas ça. Non, mais c'est ce qui se dit dans les quartiers populaires. Et en tout cas, c'est ce rapport-là qui est entre les hommes noirs et les hommes arabes. Et aujourd'hui, par le film que vous mettez en avant, on continue à mettre en avant c'est une espèce de stigmatisation qui est faite à l'encontre des hommes noirs, des hommes arabes. Finalement, ça va dans le sens d'Antoine Desrosières qui dit partir d'une histoire vraie, et toi tu nous racontes que ça se passe comme ça dans les quartiers. Donc finalement, j'ai posé la question, c'est une histoire vraie. Finalement, faut-il raconter les histoires vraies? Mais moi, je ne suis pas en train de penser que les gens sont caractérisés par leur couleur de peau. Voilà. En aucun cas, qui que ce soit. Bien sûr. Antoine Desrosières, en tout cas, on peut vous suivre et donc sur YouTube avec cette mini-série donc qui s'appelle Yasmina et Rim, et le film s'appelle À genoux les gars. On peut le trouver où d'ailleurs, le film? Sur YouTube. La série est sur YouTube. Le film, il est en VOD, on le trouve facilement. Il est en DVD, il est encore en salle. D'accord. Donc on peut le trouver un peu partout où qu'on soit, tout autour du monde. Merci Antoine Desrosières d'être venu répondre à notre question et présenter donc ce film. Merci à vous. Les gars, et à très vite, bien sûr, sur France Maghreb 2, et peut-être l'année prochaine avec peut-être pas l'année prochaine, mais un petit quand peu vous plus voudrez. Non, au Festival de Cannes, je ne sais pas. Qui sait. Allons savoir. Merci beaucoup, monsieur Desrosières. À bientôt. Restez bien par ici dans un instant. Libertad sur France Maghreb 2. Jeff, le grand forum, et à croire que passer à France Maghreb 2, ça porte bonheur, finalement, mesdames Audrey et Anan, puisqu'on vient d'apprendre que les 2 actrices du film, enfin une actrice en tout cas, mais peut-être même la deuxième du film À genoux les gars, que Antoine Desrosières est venu nous présenter, a été présélectionnée au César du meilleur espoir féminin. Je viens de l'apprendre. Pendant l'émission. Bravo, bravo Inès. Et Swad, certainement. J'ai pas encore l'info pour Swad, mais ça ne m'étonnerait pas. Et peut-être même les garçons, on attend de savoir. On attend. J'en reste sans voix. Qui est nominé, c'est Yasmina ou Rim? Alors là, j'ai déjà Inès, mais Swad, il est aussi. Je viens de j'ai la liste sous les yeux. Ah, les deux? Mais là, j'ai les filles, j'ai pas encore les garçons. Alors, bravo, félicitations. Féminine, j'ai Swad et Inès, voilà.
Bon, Bravo. Carton plein. Bah, voilà, Bravo. c'était la logique. Bravo Antoine, merci beaucoup. Bravo à elle, surtout. Bah effectivement, bravo à elle. Hein. Donc nominé au César, s'il vous plaît. Hein. Donc vous allez faire un petit séjour par les Césars, vous. Hein. Voilà. Hein. Et puis on va fêter ça ce soir à la Catonne. 19h15 et 20h pour les 2 films qu'on a fait ensemble. Et les Oscars? Ça vient. Ouais. Chaque chose en son temps. Absolument. Merci en tout cas Antoine. Et bravo, bah écoutez, on l'aura appris au moins sur France Maghreb 2 en direct. Exactement, Ouais, c'est formidable. Merci beaucoup. Bon, alors mesdemoiselles, mesdames, Audrey et Hanan Zawani, parce qu'il paraît qu'on dit plus mademoiselle. De toute façon, c'est fini. Oui. Hein, comme ça, terminé. Dit madame maintenant. On dit madame. Oh. Quoi, off? Non, moi je trouve que c'est juste de la forme, hein. Faut arrêter de se formaliser, hein, justement. Bon, je sais pas moi après. Allez, c'est parti pour Libertad 01 40 33 9000. Si t'as un truc à dire, c'est maintenant que ça se passe. T'as envie une réaction à nous faire part, un commentaire à faire passer, ou tout simplement nous donner une info, réagir évidemment à l'émission, et bien ou engueuler Hanan et Audrey, n'hésitez pas aussi. 01 40 33 9000, bien sûr en direct. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, Christophe, bonsoir, Canal à l'appareil, très vite, et bonsoir à tous ceux qui écoutent et tous ceux qui sont à écouter. Félicitations, finalement, j'apprends en mettant la radio ce scoop merveilleux. C'est toujours bien, ça rehausse un petit peu tout, et puis c'est ce supplément d'âme nécessaire qu'on retrouve bien souvent sur la radio. Ouais, Ça, absolument. on se fait dit, et non, ça fait du bien, finalement. Ceci étant, j'aimerais revenir sur ce qui s'est dit en tout début d'émission, enfin, au travers du cirage de main, tout ça, etc. Alors bien évidemment, moi, en tant que un musulman, etc., j'essaie de faire le tri dans tout ça, et pourquoi il y a tant de crispation. Je revis ma vie d'enfant, avec mes sœurs, ma mère à ma soeur, etc., etc. Jamais ce genre de discussion est apparu dans notre cercle familial à cette époque. Jamais mes sœurs n'ont été mis comme ça au devant de choses. Je crois qu'on régresse et cette médiocrité assombrit notre ciel et c'est bien dommage. J'aimerais qu'on élève le niveau grâce à la radio. Eh bien, c'est une transmission qui peut se faire. Mesdames et messieurs, élevons le niveau tous ensemble pour le plus grand bien de notre communauté. Kamel. Merci. Kamel. Ciao, ciao, à bientôt. Je suis assez d'accord. Parce que si on en est arrivé à pas savoir et à dialoguer, débattre sur le serrage de main, après chacun fait ce qu'il veut avec ses. Ouais, non, mais c'est sûr que ça a dévié là. Moi, ça me dépasse. Hein, je vous avoue, franchement, ça Ouais, me dépasse. ouais. Franchement, j'ai toujours serré les mains, voire même fait la bise à quelques collègues. C'est pas pour autant que j'ai eu envie de coucher avec elles. Voilà. Pardon de dire comme ça, mais au bout d'un moment, c'est bon. Allô, bonsoir. 01 40 33 9000, évidemment pour nous appeler, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, partout ailleurs, vous pouvez nous appeler bien sûr. Si vous avez un truc à dire, c'est maintenant que ça se passe. 01 40 33 9000, Hanan Zawani, Audrey Pronesti, elles sont là. Allô, bonsoir. Voilà. Ah, ça fait longtemps qu'on Ouais, a ça pas eu fait le chat. longtemps, il y a des imbéciles partout. Voilà. Évidemment, c'est le Libertad, voilà, on en paye le prix. Vous voyez ce que c'est de donner la liberté parfois, hein? Et ben voilà, on n'est pas à l'abri. Vous savez, ils sont pas tous enfermés. Allô, bonsoir. Bonjour Christophe, Salut, ton prénom? c'est Ben d'Orléans. Salut Orléans, salut Ben, comment ça va? Ouais, ça va et vous, la forme? Ouais, impeccable, on t'écoute Ben. C'était pour vous dire, bah, moi, franchement, le film, là, de Antoine, là, franchement, non. Moi, non. Tu l'as vu? Tu l'as vu ou pas? Non, mais pas Ah, alors, mais faut non, le voir faut le voir. d'abord. Excusez-moi. Quand il dit qu'une fille, si elle doit dire non, doit dire oui, doit dire non, doit dire oui, pour une relation, quoi que ce soit, moi, je pense que c'est inciter la personne qui ne sait pas de dire oui. Bah, ça dépend parce que le fait de ne pas en parler, de ne rien dire, parfois, bah, ça peut commettre des Non, choses non, assez horribles, hein, cher Ben. Mais bon. Pas de problème, mais chez nous, une femme va parler à sa fille et un homme va parler à son fils. J'ai pas compris. Chez nous, quoi? Une femme Oui. parle à sa fille et puis un homme parle à son fils. Ouais. Ouais, bah ça n'évite pas. Ouais, Non, encore je suis- que je suis pas d'accord avec Oui, toi. non, c'est pas forcément. vrai. Bah non, je suis pas d'accord avec toi Ben, parce que moi par exemple, tu vois, je vais prendre mon cas personnel, j'ai mon fils, je vais avoir du mal à parler de ça avec lui, voilà. Mais ça c'est que moi, évidemment. Ce n'est que Bien mon sûr, exemple. j'en ai d'autres qui sont comme ça aussi, Christophe. Mais moi, tout ce que Et je ma sais, femme aurait aussi demain- beaucoup de mal à parler de ça avec sa fille si on en avait une, ce qui n'est pas le cas. Ah, mais comment ça s'appelle chez nous, c'est une timidité, il y a une honte qui fait que c'est Oui, quoi mais c'est peut-être pas bien, Le père parle avec c'est- le fils et la fille parle avec sa mère. Oui, mais justement Bon, Ben, non. ce que je veux te dire, c'est que on est comme ça ou je suis comme ça veut pas dire que Ah non. le fait que je sois comme Par ça contre- soit bien, Par voilà. contre, Et le contraire soit pas mal. dans l'islam, parce que là, c'est un rapport avec l'islam, ce film-là,
qu'on parle de filles de maghrébines qui sont à 90%. Pas forcément. Non, mais Ben, t'es dans la caricature encore une fois, parce que dans l'islam, justement, il est dit que les tabous ne sont pas bons, il faut parler et être capable de parler de tout, y compris de sexualité, donc. Mais pas le père avec sa fille, jamais ça. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas, mon ami. Après, chacun sa lecture. Moi, je donne un exemple chez moi, ma mère a parlé avec traditionnellement. Oui, c'est de la tradition, voilà. C'est de la tradition. Non, c'est pas de la tradition, c'est de la religion. Écoute. Il y a un texte, mais il y a un texte religieux qui dit que la femme doit parler avec sa fille et le père avec son fils. Non, c'est pas vrai. Mais oui, c'est de la tradition. Là, c'est quoi? Là, c'est très un petit morceau. On va pas parler de sexe avec... Est-ce que tu parles de sexe avec ton père? Non, mais j'ai alors attends, je vais t'étonner. Moi, mon père, par contre, a, je sais pas quel âge j'avais, 13-14 ans, mais très jeune. Alors, il avait pas effectivement peut-être le courage de venir me parler en face à face, mais il m'écrivait. Il m'écrivait des lettres et il m'expliquait la vie. Très bon moyen de communication. Voilà. Super. Merci Ben en tout cas, mais bon, tu sais, il y a pas de vérité absolue, hein, et voilà. Bah, moi je parle par rapport à la religion après. Non, parle par rapport à toi s'il te plaît, parce que la religion, laissez-la tranquille. Arrêtez de l'utiliser quand ça vous arrange, les gars. Non, ça. Après, Ben. que la religion dise la sexualité, on se préserve. Ça c'est autre chose. Mais là, t'es en train de nous dire que la religion nous dit une femme doit parler avec sa fille et un homme avec son fils. Non, c'est pas vrai. Bon. Et nous, c'est interdit de parler de sexe avec sa fille. Interdit, carrément. On va chercher, mais je suis pas au courant de ça. Et seule, faut bien qu'elle parle avec son fils. Salut Ben. Ben. Salut mon pote. À bientôt. Ciao. Allez, un petit dernier pour la route. Allô, bonsoir. Qui est là? Bonsoir. Prénom et Kader. Kader, tu nous appelles d'où, Kader? Bonsoir, Kader. De l'Essonne. Qu'est-ce qui se passe, Kader? Comment? Qu'est-ce qui se passe, Kader? On t'écoute, mon vieux. Bah, c'est pour rebondir sur le sujet là. Oui. Vous venez d'évoquer sur le film. Oui. Bon. J'ai entendu tout à l'heure qu'il parlait de religion, etc. Mais bon, moi, je pense que c'est du domaine privé. C'est exactement. On n'y croit pas. Ouais. Après, l'aspect du film, c'est-à-dire, comme disait votre collègue la féminine, qui mettait le point en fait sur le fait que on stigmatise souvent l'homme arabe, l'homme maghrébin. Oui. Et ça, c'est souvent ressenti en fait par les gens qui sont dans les banlieues ou bien qui font partie de la génération. Ouais. Juste, ta réflexion est intéressante. Juste, Antoine s'en est expliqué à plusieurs reprises en disant qu'il avait pris un fait réel, donc une histoire réelle. Il se trouve que cette histoire est comme ça, et donc voilà, ça ne veut pas. J'entends bien, mais on peut prendre, moi aussi, je peux prendre un cas particulier et puis en faire une généralité. Bien sûr, mais là, il s'est parti d'un fait. Il n'y a pas de vérité absolue concernant l'homme maghrébin qui est méchant, oppressif, etc. C'est ce qu'on veut montrer à la télé, aux médias. En plus, avec les histoires d'islam, etc., on commence à aller non, mais c'est pas le message qui ressort. Alors qu'il y a beaucoup de maghrébins qui sont travailleurs, qui ont une bonne image et qui sont bien intégrés en France. Pourquoi mettre insidieusement ce point-là sur l'homme arabe, oppresseur, celui qui enferme les femmes, etc., etc. Bon. Enfin, vous connaissez toutes les caricatures. Bien sûr. Merci Kader, parce que là, on a largement dépassé le temps. Je suis désolé, on peut pas aller davantage. Je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui a appelé pour dire que effectivement, cette stigmatisation, il la ressente. Voilà. Oui, je peux comprendre que la ressent, mais ça veut pas pour autant dire qu'il faut changer l'histoire. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est juste que ce que je pressentais, c'est que nos jeunes de banlieue, notamment ceux qui sont d'origine maghrébine, vont se sentir encore plus stigmatisés. Mais ils seront peut-être contents qu'enfin le cinéma les représente. Ouais, mais c'est pas... de la meilleure manière, peut-être. Oui, mais au cinéma, quand on fait des histoires, il y a toujours des problèmes. C'est normal, sinon il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de film. Et donc, comment on fait pour faire des films avec des maghrébins dans lesquels il faudrait qu'il n'y ait pas de problème? Non, parce que sinon ils seraient stigmatisés. On fait comment? Là, on peut pas avoir à la fois faire vouloir la diversité et vouloir ne jouer que les gentils. Non, mais là, en fait, en réalité... Autant j'ai été convaincue par tout ce que vous avez dit Antoine, autant là dire écoutez déjà on les représente et même si c'est de manière négative c'est pas bien grave. Non, aujourd'hui vous avez représenté des gens qui sont issus de la diversité, très bien. La seule chose que je dis, c'est que certains jeunes vont se sentir stigmatisés parce que dans le film, et il se trouve que l'histoire est comme ça, ils sont présentés comme les méchants et que le noir c'est le sauveur. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et c'est une réalité.
réalité. Par contre, on peut pas y aller. C'est une réalité qu'on est obligé a au d'arrêter. sein des banlieues, cette image-là. Merci en tout cas, et chacun se fera son opinion en regardant ce film. Donc merci beaucoup en tout cas Antoine Desrosières. Oui, merci. Et encore félicitations pour cette bonne nouvelle. Donc la nomination des 2 actrices du film, donc au César. Merci Audrey. Après, la question que je me pose, c'est si tous les acteurs étaient français, est-ce que ce film il aurait été nominé? Je suis très provocatrice. Est-ce qu'il aurait été nominé au César? Et c'est pas juste. Est-ce qu'il n'ait pas été? Est-ce qu'elles n'ont pas été nominées au César justement parce que elles sont féministes, elles sont libres avec leur sexualité, et puis qu'en plus elles dénoncent le méchant homme noir. Je pose la question, je la laisse ouverte. Merci voilà, à tous. Et demain, on va parler d'un autre sujet demain, puisqu'on recevra le président de la Fédération algérienne de rugby avec nous en compagnie de Nasser Laji et de Razik Métiche. Et puis vendredi, notez d'ores et déjà le rendez-vous, un invité exceptionnel, Salah Amouri, qui sera avec nous dans les studios sur France Maghreb 2. Vous savez, Salah Amouri qui sort de prison il y a quelques semaines maintenant et qui est donc en France quelques temps, et il passe par chez nous. Première rendez-vous, première interview média radio, c'est sur France Maghreb 2. Salah Amouri, notre invité ce vendredi sur France Maghreb 2. Belle soirée, pardon pour le retard, et pardon à Medjahed qui arrive dans un instant juste après le flash de Marine Garel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Justice et l'audience est ouverte à Tulle en Corrèze pour le procès de la mère de Serena qui a caché sa fille pendant 2 ans dans une pièce en sous-sol puis dans le coffre de sa voiture. La cour d'assises se penchera d'abord sur la personnalité de l'accusé, puis entendra les enquêteurs, la famille et les proches, puis les experts psychiatriques. Le verdict est prévu vendredi. L'audition de Brigitte Gruel, ancienne adjointe à la culture de Georges Tron, se poursuit dans le procès où ils sont co-accusés. 2 anciennes employées municipales, Virginie Etel et Eva Loubrieux, accusent Georges Tron et Brigitte Gruel de leur avoir ensemble imposé des attouchements et des pénétrations digitales entre 2007 et 2010. Interrogée par une représentante d'une association de lutte contre les violences faites aux femmes au travail, Brigitte Gruel estime qu'il n'y a rien d'anormal à proposer des massages des pieds à ses employés. Certains cours sont perturbés aujourd'hui. Les syndicats de l'éducation nationale appellent à la grève pour dénoncer les suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine. À Paris, le cortège de la manifestation des enseignants et employés est parti du jardin du Luxembourg un peu après 14 heures. Les élus de la métropole du Grand Paris ont voté ce matin la mise en place d'une zone dans laquelle les plus vieux véhicules diesel n'auront plus le droit de circuler d'ici à juillet 2019. Sont concernés tous les diesels immatriculés avant le 31 décembre 2000. Cette zone correspond à un territoire situé au sein du périmètre de l'A86, soit 79 communes sur les 131 que compte la métropole. La France attire les étudiants étrangers. Elle est le 4e pays qui en accueille le plus dans le monde, selon une étude publiée aujourd'hui, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Football, Paul Pogba et Anthony Martial déclarent forfait pour les prochains matchs de l'équipe de France et sont remplacés par Moussa Sissoko et Alexandre Lacazette. La France se déplacera aux Pays-Bas vendredi pour son dernier match de poule de la Ligue des Nations et recevra l'Uruguay mardi 20 novembre en amical. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.